Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Nous vous proposons aujourd'hui un nouveau parcours libriste. Nous échangerons avec Sarah Trichet-Allaire, informaticienne, ancienne libraire, militante libriste, écologiste et féministe. Également au programme, Florence Chabanois nous propose de se décadrer et décideur en mode échec dans une nouvelle pituite de Luc. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 28 avril 2026, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Salut Fred. Salut à vous, belle émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par une nouvelle chronique FHX de Florence Chabanois. Statistiques éclairantes, expériences individuelles et conseils concrets, FHX est votre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité des genres. Une chronique aujourd'hui intitulée « Se décadrer ». Bonjour Florence, tu es avec nous ? Oui, bonjour Étienne, bonjour Sarah, bonjour Fred. Nous t'écoutons. Bonjour les copains, bonjour les copaines. Lors d'une formation, nous étions assis en cercle et devions changer de place toutes les 2 minutes pour faire connaissance. Au deuxième tour, je me retrouve sur une chaise bancale. Je remarque le problème, j'hésite, mais le temps est compté. Je ne veux pas perturber l'exercice. Je fais donc avec. Un peu plus tard, je vois un participant arriver sur cette même chaise. Il se lève aussitôt, cherche une autre chaise et la remplace. Toutes les autres participantes, et je dis bien toutes, car il n'y avait que des femmes à part lui, avaient fait comme moi. Elles s'étaient adaptées. Selon notre socialisation, on ne joue pas avec les mêmes règles. Certains apprennent à s'adapter à l'environnement, à ne pas déranger, à faire avec, dans un cadre qu'on nous présente comme équitablement partagé. D'autres apprennent à adapter l'environnement à eux, à repousser les limites, à occuper tout l'espace nécessaire. La corde à sauter, ça vous parle ? On joue côte à côte, dans un espace contraint. Le football, c'est l'opposition, le dépassement, les frontières mouvantes, le ballon va partout. Ce cadre intérieur, on l'a si bien intégré qu'il devient invisible. Il décide à notre place de ce qu'on s'autorise ou pas. Ainsi, les femmes ne postulent en moyenne que lorsqu'elles cochent 100% des critères d'une offre d'emploi. Les hommes le font dès 60%. Mais ce cadre ne joue pas seulement dans nos têtes, il joue aussi dans le regard des autres. Une étude de 2017 sur l'open source montre que les pull requests, c'est-à-dire les contributions de code, soumises par des femmes sont plus souvent acceptées. 79% contre 75% pour les hommes. On pourrait y voir une supériorité technique chez les femmes, ou le reflet d'un filtre impitoyable. Celles qui sont encore présentes dans un milieu très masculin ont dû surmonter plus d'obstacles. Elles font partie des plus pugnaces. Mais quand le genre est identifiable dans ses contributions, c'est-à-dire quand on sait que c'est une femme qui contribue, le taux d'acceptation chute à 62%, 17 points d'écart, sans que personne n'en ait forcément conscience. Plusieurs biais cognitifs entrent en effet en jeu. D'abord, le biais d'affinité ou endogroupe. On favorise nos semblables. Or, plus de 90% des évaluateurs sont des hommes. Une contribution féminine apparaît comme une anomalie. Elle attire davantage l'attention critique qu'une contribution d'un, entre guillemets, pair. Le biais d'appréciation, ensuite. Les femmes sont évaluées sur la forme, en plus de l'être sur le fond. On ne reproche jamais à un homme de ne pas assez sourire, par exemple. L'expérience Heidi Howard, menée à Harvard, le montre parfaitement. Des étudiantes et des étudiants lisent le parcours d'un entrepreneur performant. Pour la moitié, il s'appelle Howard. Pour l'autre, Heidi. Tout le monde juge la personne très compétente. Mais Heidi seule est perçue comme égoïste et autocentrée. La marge de manœuvre est étroite pour une femme. Trop assertive, elle est agressive. Trop agréable, elle est jugée moins compétente, selon une autre étude. On dit aux femmes d'oser demander des augmentations, mais elles sont mal vues quand elles le font. Le biais de performance consiste à surévaluer les compétences des hommes et à sous-évaluer celles des femmes. Changer un prénom féminin en masculin sur un CV augmente de 60% les chances d'être recruté. Dans une autre étude, les notes attribuées à un même travail
passait en moyenne de 4,25 sur 5 à 3,70 sur 5 lorsqu'il était perçu comme produit par une femme, soit un demi-point d'écart. Enfin, le biais d'attribution. Les succès des femmes sont minimisés et leurs échecs amplifiés par tous les genres, y compris par les femmes. Elles ont tendance à sous-estimer leurs propres résultats là où les hommes surestiment leur potentiel. Quand le groupe est mixte, le mérite revient à l'homme. Ces biais se cumulent lorsqu'ils croisent d'autres discriminations. Les femmes noires ont 2,5 fois plus de chances que les femmes blanches d'entendre des remarques sur leur langage au travail. Les femmes handicapées, 3 fois plus de risques d'essuyer des remarques dégradantes que les hommes handicapés. Est-on condamné à subir ces biais ? Non, à condition d'accepter de reconnaître leur existence et de désamorcer les menaces de stéréotypes. Une équipe de chercheurs et de chercheuses a suivi 40 jurys du CNRS chargés d'évaluer des candidatures à des postes de direction de recherche. Résultat, les jurys qui admettent pouvoir être biaisés prennent des décisions significativement plus paritaires que celles et ceux qui nient cette possibilité. Deuxième exemple, la chercheuse Julie Grasses à l'INSERM confirme. Informer explicitement un jury des stéréotypes associés à une catégorie sociale avant l'évaluation suffit à réduire les écarts de notation. À Stanford, avant une épreuve de mathématiques difficile, l'équipe de Claude Steele a simplement informé les élèves qu'il n'existait pas d'écart de résultats entre les genres et l'écart a quasiment disparu. Sans cette information vocalisée, les hommes performaient 3 fois mieux sur le même examen. Prendre conscience de ses propres automatismes est une étape décisive. Le test implicite de l'université de Harvard, accessible en ligne et gratuit, permet justement de mesurer ses propres biais, y compris ceux qu'on ne soupçonne pas. Parce que croire qu'on ne voit ni les genres ni les couleurs ne neutralise pas les biais. Ça les laisse opérer en silence. Les reconnaître, c'est déjà commencer à changer de cadre. Donc, on peut demander aux personnes de changer le cadre dans lequel elles sont et de voir le cadre des autres, de changer la façon dont on regarde. On peut aussi se demander si on réagirait pareil si c'était un autre genre qui faisait une demande. On peut aussi changer le cadre de l'ensemble, ce qui oriente les comportements. Par exemple, avec des grilles de salaire, pour que la rémunération des personnes soit plus indépendante de leur capacité à négocier, ou en mettant en place un système de signalement pour les actes sexistes. Imaginez que pour taper un accent aigu sur votre clavier, vous deviez faire Alt plus 0987 à chaque fois. Techniquement, c'est possible, mais c'est assez contraignant pour que probablement la plupart de vos textes finissent sans accent. Sur Windows, le point médian, donc ce petit point qui permet d'écrire les chercheurs.euse, demande Alt plus 250. Sur Mac et Linux, les combinaisons sont plus simples, mais sans touche dédiée, l'usage peine forcément plus à s'imposer. Se décadrer, c'est changer les touches disponibles, mettre la diversité des vécus au même endroit, dans les équipes, dans les jurys, dans les salles de décision, pour que de nouveaux réflexes deviennent pensables, puis naturels, que le cadre s'agrandisse pour tout le monde. Vous trouverez toutes les ressources dans les références et je vous dis au mois prochain. Merci Florence de continuer non seulement à nous éclairer, mais en plus nous donner des pistes d'amélioration. C'était comme chaque mois passionnant de t'écouter. Merci beaucoup et j'espère au mois prochain du coup. Au mois prochain. Salut. Nous allons présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous découvrirons un nouveau parcours libriste, celui de Sarah Trichet-Allaire, que j'ai plaisir à avoir avec moi en studio. Avant cela, nous allons écouter Fasciste par Mama Swift. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. You hear it in the supermarkets, you hear it on the bus, you hear it in the coffee shops, you hear it down the park, you hear it at the hairdressers, you hear it where you work, you hear it everywhere, so it's no wonder you repeat the words. Immigration is stealing our jobs, immigration is getting us robbed. It don't matter that you're human or that you've got mouths to feed. Immigration is not benefiting me. So you hear about the casuals or about the EDL. Britain first, the patriots are your local infidels. These racists claim they're heroes and you're liking what you hear. Your hatred is collective, you're a fascist, I'm from here. And you say, immigration is converting our children. Immigration is perverting our women. And anyone who disagrees is coward lefty scum. Immigration, go back.
only 10 of you. 'Cause no one else wants to be a fascist twat like you. From around the corner, you already know you've lost. Whether it's 10,000 marching strong or Antifa, Black Bloc, we've come out to show you that your fascism ain't welcome here. And you spend the day nursing your broken nose over a beer. And you say anti-fascists are destroying our country. Anti-fascists are brainwashing you and me. White traitors, a lot of them, dirty anarchist scum. Anti-fascists are ruining our fun. And we say anti-fascists remember history. Anti-fascists will not stop until we're free. From white power attacks on blacks, from refugees being sent back, from unwarranted arrests and raids, from walking home not feeling safe, terrorizing diverse towns, media scapegoating browns. Anti-fascists don't stand down, anti-fascists won't stand down. Nous venons d'écouter Fasciste par Moma Swift, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY, et c'est loin d'être la première fois que je propose un morceau de Moma Swift sur les ondes de Libre à vous. Je suis absolument fan de ce style de punk au banjo. Et si vous aimez aussi, je vous invite aussi à écouter System Failure, qu'on a également diffusé. C'est de la même artiste et tout aussi engagé et percutant. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons à présent passer à notre sujet principal. Nous allons nous poursuivre par un nouveau parcours libriste, l'interview d'une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel, un parcours individuel mais qui va bien sûr être l'occasion de partager des messages, suggestions et autres. Donc aujourd'hui, nous recevons Sarah Trichet-Allaire, informaticienne, ancienne libraire, militante libriste, écologiste et féministe. Sarah qui est avec nous en studio. Bonjour Sarah. Bonjour. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/275 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Sarah, je suis très heureux de t'avoir ici avec nous pour partager donc ton parcours libriste. Alors tu es bien sûr libriste, comme le nom l'indique. Pour commencer, j'aimerais te poser une question, je sais pas si elle est simple d'ailleurs, mais quel est ton premier rapport à l'informatique et puis plus tard au logiciel libre? Alors déjà merci pour l'invitation, je suis très contente d'être là. Et donc sur ce parcours, moi au début, je n'ai pas d'une famille où il y avait beaucoup d'ordinateurs, comme des fois on entend des gens qui ont commencé à coder à 6 ans avec leur papa et tout. Là c'était plutôt moi qui avais poussé la famille à avoir un ordi. J'étais assez fascinée en fait par ces machines-là, un peu pour faire des jeux vidéo, mais à l'époque ça devait être dans les années 95 parce qu'on avait Windows 95, non. On avait avant un CPC 464, ces ordinateurs à cassette qui étaient livrés avec un manuel où il y avait des bouts de code. Et finalement, c'est comme ça que j'avais fait mon premier code. D'accord. Alors, t'avais quel âge la première fois que t'as fait du code? Je pense que je devais être fin primaire, début collège. Assez jeune quand même, du coup. Assez jeune, quand on a eu cet ordinateur-là, ouais. Peut-être milieu collège. Donc déjà une appétence quand même pour... Je trouvais ça fascinant de pouvoir maîtriser en fait cette machine et pouvoir lui faire ce qu'on voulait. Enfin, il y avait un petit côté magique qui m'a jamais quitté en fait. Et après... C'est une petite question aussi. Moi j'aimais bien aussi les jeux vidéo. À quel jeu vidéo tu jouais, tu te rappelles? Alors j'en ai retrouvé parce qu'en fait j'ai récupéré une machine de rétro gaming qui a une forme de Game Boy là. Et donc il y avait Bomberjack par exemple. Tu vois, où il y avait un petit bonhomme qui devait attraper des bombes ou des trucs comme ça. D'accord. Voilà, j'adorais. Et en fait, je suis toujours restée jeu d'arcade et justement sur cette console, je continue à jouer à Tetris. Cool. Et donc cette passion, donc t'as suivi donc aussi dans le cadre plus tard dans tes études, peut-être même avant au lycée, tout ça. Ouais, après le lycée, je n'ai pas fait tant que ça, donc j'avais poussé après avoir un ordi, c'est là où il y avait Windows 95, ce qui a bien servi aussi à ma mère qui était prof, parce que faut se rendre compte qu'avant les ordinateurs, les profs, ils prennent leur copie quand il fallait refaire un devoir et coller des petites étiquettes dessus, puis après on fait les photocopies. Bon, sur un ordinateur, c'était quand même un peu plus facile. Et le problème, c'est que sous Windows,
chose, on peut pas faire grand chose avec un ordinateur. Une fois, on peut pas accéder à des interfaces, pour coder facilement, surtout quand on connaît pas. Et moi après, c'est quand j'étais au début de la fac, au début des années 2000, où j'avais un copain qui faisait un peu plus d'informatique. J'ai dit comment je peux personnaliser, faire juste un message de bienvenue. Mais c'était déjà très bloquant. Et quand j'ai découvert du coup les logiciels libres et qu'on pouvait tout paramétrer, mais ça a été la révélation et c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite. D'accord. Donc ça, c'était ta découverte. Si je me trompe pas, tu as fait une licence en informatique. Ouais. Donc ça, c'était pendant cette licence, avant cette licence, cette découverte du logiciel libre. C'était à l'université, donc c'était licence informatique. À l'université de l'informatique à Nantes. Et c'est là où effectivement j'ai rencontré des copains. J'allais dire des copines, mais bon, c'est vrai que c'est surtout des copains. On était quand même très peu de femmes à la fac qui avaient cette appétence-là. Et puis moi-même, j'étais plutôt dans des milieux un peu geeks. Je faisais des jeux de rôle, des trucs comme ça, un peu masculins, mais avec des gens très chouettes et qui m'ont un peu initiée à ça, parce que sinon j'aurais jamais connu toute seule tout ce milieu-là de paramétrage très finement des machines, quoi. Et du coup, surtout qu'à l'époque, donc j'ai connu, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais les débuts d'Internet, en tout cas grand public, où il y avait les modems de Free, et je me rappelle que sous Linux, il fallait paramétrer son firmware à la main, ça m'amusait à l'époque. Aujourd'hui, j'aime bien voir les trucs qui marchent tout seuls. Donc t'étais bidouilleuse un petit peu, j'adorais ça. J'adorais ça parce que le côté de pouvoir de comprendre en fait la machine et de pouvoir lui faire faire ce qu'on veut. Et puis j'étais aussi portée par mes lectures de science-fiction. Déjà à l'époque, je pensais à Asimov par exemple, la socio-histoire, les trucs comme ça, mais je trouvais ça génial. On y est presque. Est-ce qu'on y est presque finalement aujourd'hui avec l'IA générative qui va nous inventer Ça, on pourra en reparler un peu plus tard, effectivement. Mais oui, c'est intéressant ce pouls. Et alors, donc tu découvres donc t'as choisi de faire des études d'informatique. C'est dans le cadre de ces études, si je comprends bien, que t'as découvert un peu le logiciel libre. Ouais. Tu l'as découverte. Pour toi, c'était quelque chose juste de liberté technique pour maîtriser, faire du code, etc. Ou il y avait aussi l'aspect politique qui t'intéressait, ou comment c'était Oui, c'est vrai que l'aspect politique, il est arrivé en même temps, parce que ça allait avec toute cette histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui les communs numériques, le fait de partager. Et moi, ça me paraissait une évidence. Mais je pense que c'était lié aussi donc sur ma formation scientifique. Après, j'ai continué après la licence master d'informatique. Je voulais faire de la recherche et c'était un peu l'idée de partager ses connaissances. Et finalement, les logiciels libres, c'est ça, c'est juste partager le code. Moi, ça me paraissait évident. C'est juste logique de partager des programmes et de travailler en coopération pour faire des choses ensemble et améliorer collectivement les outils de travail. C'est vraiment une idée qui me semble très forte encore aujourd'hui et qu'on retrouve après dans d'autres domaines finalement. C'est une question bien, du coup, quand tu présentes, parce que c'est toujours un enjeu aussi quand on doit présenter le logiciel libre à des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Comment tu présentes toi le logiciel ? Comment tu le présentes en termes d'enjeux ? Pourquoi c'est important ? Alors ça dépend. Je m'adapte à mon public, oui, mais je parle beaucoup. Je peux parler de communs numériques à des personnes qui connaissent, qui sont un peu sensibilisées à l'écologie parce que les communs ça leur parle, parce qu'on parle de l'eau, etc. Les communs numériques. Après, pour expliquer, quand j'ai un peu plus de temps, je parle souvent des 3 libertés fondamentales des logiciels libres, donc de créer, de partager, de modifier. Et en fait, ça paraît assez logique et évident en fait de se mettre ensemble et de œuvrer à un projet commun. Et c'est ça que j'explique assez facilement. Très bien. Donc tu as licence, tu es allé jusqu'à faire une thèse, si j'ai bien compris. Alors moi j'ai une passion, j'adore quand les gens, que les personnes partagent leurs intitulés de thèse parce que je trouve que ça montre une. Alors je sais pas, je t'ai pas demandé avant, ça, tu te rappelles pas de ton intitulé précis, mais je trouve qu'en général c'est toute une poésie. Si, j'ai repensé. Alors donc pour être honnête, je n'ai fait que 2 ans de cette thèse, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et donc l'intitulé c'était la détection automatique des variantes anaphoriques de termes. Donc c'est du traitement automatique du langage. Donc en fait c'était sur le langage naturel, donc du français en l'occurrence. Donc il s'agissait de détecter des anaphores. Donc, grâce à François Hollande, tout le monde sait ce qu'est une anaphore. Donc de détecter les anaphores dans un texte, c'est-à-dire de détecter
les termes, c'est-à-dire pas seulement les pronoms il, je, etc., mais les noms un peu compliqués qui font référence à un même objet. Par exemple, si je dis l'Élysée ou si je dis Emmanuel Macron, par exemple, on parle de la même chose. Et donc il s'agissait de reconnaître ça. Mais à l'époque, c'était pas mal parce que, enfin, ce que j'aimais bien aussi, c'est que c'était une analyse seulement syntaxique et il n'y avait pas du tout de recherche sémantique. Et donc ça restait quelque chose de très léger, mais qui avait quand même ses limites. D'accord. Ok, super intéressant. Donc, si on suit ton parcours, donc tu arrives à la fin de tes études, tu décides d'ailleurs, voilà, tu vas pas au bout de ta thèse, il y a plein de personnes très bien qui vont pas au bout de leur thèse, c'est pas du tout un problème. Et donc là, quand on finit ses études, on est malheureusement généralement confronté au besoin de rentrer dans ce qu'on appelle la vie active. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi, parce qu'en fait, après une thèse aujourd'hui, la recherche manquait déjà de moyens et les postes, j'aurais dû sans doute déménager, faire des postdocs, etc., etc. Alors que là, j'avais la possibilité de travailler avec mon conjoint, qui est toujours aujourd'hui, dans une association de promotion des logiciels libres qui s'appelait donc la Fabrique du Libre à Nantes, à une époque où l'économie sociale et solidaire, particulièrement à Nantes, était bien soutenue économiquement et les liens étaient faits entre les associations. Donc en fait là on était il y avait des regroupements d'associations, des associations d'artistes, des associations de philosophie, ou sociologie et technique, un peu d'informatique qui œuvraient pour faire des choses ensemble. Par exemple, il y avait un projet dans l'association qui s'appelait Apodio, qui est un système d'exploitation, qui était un système d'exploitation dédié à la musique live en fait, pour faire des concerts en live et qui était maintenu par mon compagnon à l'époque. Parce que c'était vrai que c'était une époque où on faisait beaucoup d'OS libres à sa sauce, en fait, on permettrait pas mal de trucs comme ça. Donc du coup j'ai bossé dans cette association là où voilà, j'ai fait des sites web avec Spip, où on faisait et des promotions du libre en disant mais si c'est super bien les logiciels libres et essayez d'utiliser. Alors pour rappel, à l'époque on disait non mais faites plutôt un Spip plutôt qu'un site en Flash, parce que c'était la grande mode des sites en Flash, parce que Flash c'est propriétaire et puis en plus c'est pas accessible, enfin voilà. Et effectivement aujourd'hui il n'y a plus de Flash, enfin ça marche plus quoi. Donc parce que Spip en plus c'est libre, c'est un langage pour c'est pas le long terme, c'est peut-être pas un langage, mais en tout cas qui est basé sur le logiciel libre. Et en plus il y a vraiment un projet, une philosophie politique derrière. Donc on les avait reçus dans Libre à vous, je suis sûr que Fred va me retrouver ou je peux le trouver moi-même, en tout cas on les avait reçus dans l'émission. C'est vrai que c'est un projet qui est hyper intéressant, notamment par... Ils sont très très engagés et je trouve ça très intéressant parce qu'ils ont aussi, donc il y a une sorte donc c'est une base PHP, je vais peut-être pas rentrer dans la technique, mais il y a une sorte de métalangage après qu'ils ont fait et tout leur nom de fonction, etc., c'est en français. Donc il y avait vraiment un choix assumé de faire des trucs en français pour que ce soit accessible à des personnes qui voulaient faire eux-mêmes leur site internet sans être des professionnels et donc éviter le jargon, faire des trucs simples, etc. C'est vraiment une philosophie très très engagée que je retrouve toujours, même si ça s'est pas tellement déployé à grande échelle, c'est pas très à la mode, mais moi je trouve ça toujours stable et c'est utilisé pour des grands sites internet quoi. Et notamment le site internet de Libre à vous est basé sur Spip. Donc dans le belle philosophie, et l'outil fonctionne, moi je suis pas du tout informaticien, donc je dois quand même programmer quand je crée les pages pour les émissions, j'utilise le langage intégré de Spip et c'est tout à fait accessible aussi. Et donc si vous voulez creuser et découvrir un peu plus le projet Spip et tout ce qu'il a animé, c'est l'émission 123 libreavou.org/123, je l'ajouterai aux références. Donc tu es arrivé dans cette association. C'était important pour toi de travailler dans l'associatif ou c'était juste une opportunité qui s'est présentée ou c'était vraiment un choix, une volonté de travailler dans l'associatif? En tout cas, moi j'ai toujours voulu avoir un métier qui soit en accord avec mes valeurs, ce qui faisait un peu rigoler d'ailleurs quand j'étais dans l'informatique, parce que justement sur mon histoire de thèse, à un moment j'avais eu une proposition pour aller faire une thèse à France Télécom, je crois, c'était à Lannion, oui, donc ça devait être ça. Et du coup, j'avais demandé, ça va être quoi les licences de ce que je vais faire, etc. Et puis j'avais bien compris que ça allait être vite proprio. Et moi, ça m'avait freiné. Et il y avait des collègues qui comprenaient pas, en fait. Alors que pour moi, c'était une évidence que je voulais pas travailler dans quelque chose qui irait contre mes valeurs. Et ça, c'est resté tout le temps. Et en fait, j'ai découvert le milieu associatif parce que moi, je savais pas qu'il pouvait y avoir tant de métiers possibles dans l'économie sociale et solidaire. Et en tout cas, j'ai mis un pied dedans et je ne l'ai plus jamais quitté dans tous mes métiers et mes engagements politiques.
Très bien, on va continuer à découvrir ça à travers notre échange. Donc toi, tu étais salarié de la Fabrique du Livre. Ouais. Voilà, donc c'était un contrat aidé, c'est ça ? C'était un contrat aidé en 2008, et donc du coup ça a duré 5 ans. Et au bout des 5 ans, donc du coup les contrats aidés ont été supprimés par un certain ministre de l'économie qui s'appelait, je crois, Emmanuel Macron, peut-être, un truc comme ça. Et donc du coup, ça a été un gros coup pour les associations. Et d'ailleurs, on voit encore, récemment, les temps sont durs pour les associations et l'économie sociale et solidaire. C'est très dommage parce que c'est beaucoup d'emplois qui sont supprimés à bas bruit. Et donc du coup, les contrats ayant été supprimés, on n'avait plus les... Il fallait soit que je cherche de l'argent pour financer mon poste et donc faire des choses qui étaient pas forcément ce que l'objet associatif, soit que je fasse autre chose. Et il se trouvait que à ce moment-là, on avait un peu bougé, on était à Saint-Nazaire, et dans ma ville de Saint-Nazaire, la dernière librairie indépendante venait de fermer. Il n'y avait plus de librairie indépendante. Et donc, du coup, je me suis dit, zut, c'est quand même dommage. Je vais peut-être monter une association pour faire une librairie. Mais je pensais pas être libraire à ce moment-là. Et puis, en fait, toujours dans mon idée de SS, j'ai fait des ateliers participatifs avec des clients, avec les habitants de la ville. Qu'est-ce que vous attendriez d'une librairie, etc. Ça avait super bien marché. Je me suis associée avec une autre personne qui avait aussi un projet de librairie. Et donc, finalement, on a monté une librairie indépendante coopérative, une SCOP, parce que les associations, ça aurait pu être compliqué sur les échanges commerciaux avec les distributeurs de livres. Et donc ça a été mon deuxième métier, d'être libraire. J'imagine que tu ne t'y attendais pas du tout, on t'aurait dit ça, j'imagine, quelques années avant, ça t'aurait... Ah, mais non seulement je m'y attendais pas, mais si j'avais su que ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire une vraie librairie, grande, comme des pros, je ne me serais pas lancée parce que je me serais dit que je n'aurais pas été capable, en fait. Donc, alors, qui c'est qui dit heureusement qu'ils ne savaient pas où ils allaient, sinon, bref. Mais je cherche aussi, je vois la citation que tu cherches. Heureusement qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, sinon ils l'auraient pas fait. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est ça. Merci Fred. Exactement ça. Et finalement, ça a très bien marché. La librairie marche toujours. Et aujourd'hui, à Saint-Nazaire, où donc il y avait plus de librairie indépendante, il y avait un forum qui avait fermé. Aujourd'hui, il y a 4 librairies indépendantes. D'accord. Et vous étiez une librairie généraliste ou proposiez? Ouais. Surtout au début, on était là seul. Donc on était vraiment généraliste avec une orientation écologiste et féministe qui a été forte. Et avec toujours l'idée d'être proche des gens, de pas prendre les gens de haut en termes de lecture, de pas être dans un élitisme littéraire. Et d'autant moi qui venais d'une formation scientifique, mais bon, j'ai toujours adoré lire, donc voilà. Et donc cette orientation, voilà. Après, aujourd'hui, forcément, il y a une librairie spécialisée BD, il y a une librairie spécialisée manga. On a diminué ces rayons-là. Il y a une autre librairie généraliste. Il faut réajuster, quoi. Mais c'est vrai qu'à un moment, on était 5 libraires, donc c'était bien. Plus la comptable. Bravo. Et ça a duré combien de temps alors du coup ça a duré, pour moi en tout cas ça a duré jusqu'en 2020. La librairie continue toujours aujourd'hui. Et en 2020, donc conjonction de plusieurs choses, c'est le Covid, le confinement qui pose beaucoup de questions à tout le monde. Et surtout, il y avait l'élection municipale, parce que donc moi j'ai toujours eu un engagement politique fort depuis 2006. Et là, on était engagé dans l'équipe municipale, sur la campagne pour les municipales. Et moi, j'étais très très fortement engagée. On va revenir. Je t'interromps, tu vas pouvoir continuer, mais voilà, on va revenir plus en détail. Là, on suit déjà ton cheminement jusqu'à maintenant, puis on va reparler plus précisément. Ok, ça marche. Donc toujours est-il que à ce moment-là, j'ai voulu changer j'ai voulu revenir sur l'informatique, et donc j'ai arrêté la librairie. Et j'ai fait plusieurs choses, et aujourd'hui, du coup, je fais de l'enseignement à l'université, plus des prestations, soit d'installation Linux sur des machines, soit des petits développements web, mais toujours auprès de structures qui ont un sens, quoi. D'accord. Et donc oui, tu es revenu à un métier plus finalement qui correspond à tes études d'informaticienne. Absolument. Alors moi, j'ai relu une phrase, parce qu'on a échangé hier pour préparer l'émission, et tu as mentionné une phrase, et j'ai reconnu aussi, parce que je crois que Fred m'avait partagé cette phrase que je trouve vraiment très bien. En gros, le logiciel libre pour toi, tu aimes ça, le logiciel libre, c'est ce qui donne du sens à ton travail. J'ai trouvé ça assez chouette.
comme manière de présenter, voilà, parce que c'est ton métier maintenant, c'est redevenu ton métier, et tu aimes faire ça parce que c'est du logiciel libre et que ça donne du sens. Mais oui, tout à fait. Enfin, le logiciel libre, on est vraiment sur une idée de partage et de coopération, et puis on a vraiment le sentiment de participer à une communauté qui est plus grande que nous. Et en plus, il y a un peu le côté, enfin pour moi, l'assurance d'aller sur du long terme, parce que tout le monde peut le reprendre. Enfin, on n'est pas sur développer un logiciel et puis en fait à un moment il est racheté, il est mis dans un tiroir et puis après on peut plus le développer. Et puis avec les logiciels libres vient cette idée de partage et de coopération. Et des fois c'est pas seulement le logiciel lui-même qui est libre et qui est partagé, mais c'est simplement, ça peut être la documentation d'une association par exemple qui est mise en partage et tout. Enfin c'est vraiment cette idée-là. Moi, je suis vraiment sur cette idée qu'on peut tous coopérer, qu'il faut de toute façon que l'être humain doit coopérer pour avancer ensemble. Et vu tous les défis qu'on a au niveau planétaire, on ferait bien d'apprendre à mieux coopérer. Je ne pourrais pas te contredire. D'accord. Donc ça nous amène finalement à aujourd'hui. Voilà, dans une synthèse rapide, mais d'un parcours riche que tu qualifiais de parcours hybride. Moi, je trouve ça intéressant. Comment ça éclaire finalement aussi, parce que t'as été libraire, t'as travaillé dans oui, j'ai pas de question. Ouais, dans les associations, je sais pas où je veux avec cette question. C'est pas plus un constat, mais je me dis voilà, souvent aussi, c'est des expériences, j'imagine, qui t'ont enrichi. Ouais. En fait, j'ai eu mes expériences professionnelles et puis j'ai des expériences militantes parce que j'ai aussi été dans des associations. J'ai beaucoup travaillé, été bénévole dans des associations. Donc là, mon premier boulot c'était salarié de promotion de logiciels libres, mais j'ai aussi été dans une association qui récupérait des ordinateurs, par exemple, qui étaient en fin de vie. Je te propose, on va revenir dans le temps pour reprendre les choses. Peut-être, voilà, ce sera peut-être plus. Mais je crois que c'était voilà. Donc tu as fait toutes ces études. Quand est-ce qu'on commence? Que tu as dit voilà, tu as eu un parcours militant, militante aussi. Comment ça a commencé pour toi cette envie de t'engager? Alors on peut parler de politiquement, de manière militante, voilà, de t'engager. Bon, alors déjà, il faut savoir que moi, dans mes parents, ils sont militants déjà, donc c'est pas un truc qui me vient de l'extérieur. C'était un peu normal. Je l'ai pas trop dit, mais à 18 ans, je voulais déjà aller au MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et puis après, quand je suis arrivée à la fac, en plus c'était les grands mouvements, c'était les grandes manifs, la anti-CPE, etc. Où j'étais du coup en même temps que donc ça 2006 Sophie Binet, par exemple, même si c'était plus sur les trucs nationaux, mais voilà. Et tout ça, ça forge des caractères de militants. Donc j'ai commencé, mais j'étais pas encore dans des partis politiques. J'ai été dans des associations féministes notamment. Comme Mixité, qui avait été fondée par Clémentine Autain d'ailleurs à l'époque, qui mélangeait déjà le côté féminisme et droit LGBT, dans l'idée que c'était les mêmes oppressions. Et donc c'était intéressant. Et puis l'engagement politique qui est un peu une histoire familiale. Alors au début moi je disais non, le parti politique c'est nul, nanana. Et puis finalement c'est ma sœur qui m'a convaincue, qui m'a dit mais pourquoi? Et puis finalement en réfléchissant je lui ai dit c'est vrai que finalement chez les écologistes il y a tout ce que je trouve et je m'y suis engagée d'abord chez les Jeunes Verts et puis après chez les écologistes en 2006. Souvent, les partis, je trouve l'avantage des partis politiques, c'est assez formateur. Après, on peut évoluer, rester ou aller voir d'autres sons de cloche. Mais souvent, les partis politiques ont des formations prévues, de l'accompagnement aussi. Et quand on est jeune militant ou jeune militante, je pense que ça aide aussi à structurer sa pensée, quoi. Mais tout à fait. Et puis en plus, chez les Jeunes Verts, on était sur des moments de structuration un peu hybride. Parce qu'en fait, avant, il y avait un mouvement de jeunesse de l'ensemble des mouvements des partis politiques, écologistes, parce qu'il y en avait d'autres, il y avait la Rêve et tout ça. Et là, je suis arrivée au moment où on migrait pour être seulement le mouvement de jeunesse des Verts. Et donc, du coup, bref, de toute façon, c'était petite équipe et du coup, tout était à mettre en place. Et d'ailleurs, on était plusieurs à être férus d'informatique et à faire des choses, à pousser pour avoir des outils libres. Et puis, du coup, on s'y retrouvait vraiment. Et notamment la campagne de 2009 européenne, elle était très portée par le groupe qu'on appelait les écologeeks, qui faisait plein d'actions coopératives et puis sympas et tout ça, quoi. Okay. Rappelez-vous du LibDub de 2009.
Alors, je vais préciser pour pas me faire taper potentiellement. On peut se former, voilà, que ce soit dans un parti politique, dans des syndicats, il y a plein de structures comme ça qui amènent aussi de la formation et c'est précieux aussi, ça. Donc, tu arrives, donc, Europe Écologie, donc tu t'es chez les Verts, ELV, enfin, il y a eu plein de noms. Et quand tu arrives là-dedans, parce que moi j'ai l'impression, alors je pense que c'était déjà vrai à l'époque, on sait souvent dans ce genre de collectif, que ce soit le parti politique ou autre, les compétences informatiques sont généralement une ressource très précieuse. Est-ce que tu as vécu ça comme ça aussi? Ouais, c'est vrai. Mais on était plusieurs, donc du coup c'était chouette et effectivement, enfin on a tendance on avait tendance à être sollicité, pas tellement dans le parti finalement, mais peut-être plus dans d'autres associations où c'était un peu demandé comment on pourrait faire, etc. Quels seraient les outils un peu éthiques qu'on pourrait mettre en place. Et des fois, ça va au-delà des logiciels libres. Enfin, on parlait de librairie par exemple tout à l'heure. Il y a une association qui s'appelle donc l'Écologie du Libre. Elles sont tout à fait exemplaires sur leur usage du numérique parce qu'il y a eu cette recherche d'avoir une éthique de bout en bout. Enfin déjà sur le livre, donc ça part du marché de la pâte à papier jusqu'au contenu des livres et la surproduction éditoriale, et mais également pour leurs échanges. Par exemple, elles sont sur Framatime, elles utilisent un Nextcloud pour partager leurs documents, des choses comme ça, quoi. Super. Alors tu as vu que je t'ai interrompu, mais tu nous présentais aussi donc un engagement, donc l'engagement chez les Verts, mais tu as aussi été engagé dans une association d'aide au reconditionnement. Ça se situe à quel moment de ta vie? Ça, c'est la même époque ou c'est c'est quand je travaillais à la Fabrique du Libre qu'on l'a lancé à Nantes, Alice 44 ça s'appelait. Et donc à un moment où ça y est, on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup d'ordinateurs et les renouvellements des ordinateurs dans les entreprises c'est genre tous les 3 ou 5 ans et que les ordinateurs sont jetés alors qu'ils sont tout en état de marche, et à côté il y a encore très peu, il y a des gens qui sont pas du tout équipés. On est à un moment où il n'y a pas encore trop de smartphones, donc parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont que leur smartphone, donc du coup l'ordinateur peut être très utile. Donc là on lance ça. Et donc ça nécessite effectivement un peu de stockage pour récupérer des parcs informatiques. On reconditionne, on met un Linux dessus et on redonnait aux adhérents. Et le don était aussi très important parce qu'il y avait l'idée que comme l'ordinateur avait été jeté, en fait il avait plus de valeur. Et donc, on installait un Linux dessus. Donc, en fait, tout ça était gratuit. Et comme on s'adressait à des personnes précaires qui pouvaient pas se payer un ordinateur, donc on demandait une cotisation quand même de 20 €, parce qu'il y avait aussi l'atelier où on donnait l'ordinateur avec une petite atelier de prise en main. Et toutes ces personnes-là, en fait, quand on n'a jamais touché un ordinateur, avoir un Linux, c'est plus simple qu'avoir un Windows aujourd'hui. Enfin, même à l'époque. Je vais en profiter pour faire de la pub aux voisins de la radio et Antanac, parce que Antanac aussi propose une chronique dans Libre à vous, donc vraiment on les aime. Antanac, c'est une association qui est donc située dans le 18e arrondissement de Paris, qui fait exactement ça, qui aide des personnes souvent qui est en manque de littératie numérique, je sais pas si ce serait le bon terme, qui leur propose des ordinateurs avec du Linux et de l'accompagnement pour aller avec. Et ça, c'est des choses très précieuses et heureusement que ça existe et que ça existe encore. Donc bravo pour cet engagement. Et donc ça, c'était en parallèle de ton engagement chez les Verts. Alors je crois que tu m'as dit aussi, tu as commencé à en parler, tu as fait partie, même tu as monté le groupe Ressources Numériques, je sais pas si c'est Ressources Numériques, ça s'appelait, mais en gros tu as contribué à créer la commission numérique. Oui. Pardon. Oui, en fait, le Parti des Verts est organisé. Il y a des commissions nationales thématiques et donc il y a plein de sujets. Et donc j'ai été responsable de la commission numérique. Je ne sais pas si je l'ai créée ou peut-être qu'elle existait déjà avant. Et donc du coup, on était au bureau de cette commission-là. Et du coup, l'objet des commissions, c'est d'élaborer un peu la doctrine du parti. Et donc, du coup, on fait voter des textes, et notamment on a fait des choses sur les formats ouverts, sur les logiciels libres, etc. Mais comment c'était pris en compte avant quand t'arrives chez les Verts? Est-ce que ce sujet du logiciel libre est déjà présent? Et on est à quel stade de Ouais, c'était déjà très présent et c'était un peu une évidence sur les outils qui étaient proposés. Toi, par exemple, mais faut se rendre compte que en
entre début des années 2000, en fait, les logiciels libres sont très peu sur les outils numériques et même sur les échanges. Nous, on utilisait des mailing lists et déjà, c'était on était vachement à la pointe du numérique parce qu'on utilisait des mailing lists, donc sur Sympa. Et donc, déjà, on était là, waouh. Le problème, c'est que l'évolution, il faut que ça soit tout le temps, que ça reste tout le temps. Et moi, j'avais fait une petite pause dans le parti, et puis finalement, on est un peu resté sur nos acquis sans trop s'en occuper, alors que le libre a fait un bond incroyable ces dernières années, encore plus avec la montée de la nécessité d'avoir des outils autonomes. On y reviendra peut-être un peu sur l'autonomie stratégique. Et là, il faut qu'on avance encore un peu plus. Donc là, aujourd'hui, je suis de nouveau à la commission numérique, avec plein de gens super qui ont envie de faire des trucs fantastiques. Et donc, on travaille de tous les côtés, parce qu'il y a toute la réflexion donc, sur les logiciels libres, mais il y a aussi toute la réflexion à avoir sur l'extractivisme, enfin les matières premières dont on a besoin pour construire ordinateur, smartphone, mais également data center, et puis surtout il y a toute la réflexion sur l'IA en ce moment qui arrive très vite, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est une commission qui est pas seulement là pour, même si je pense que ça doit faire partie du périmètre du mandat, de réfléchir les outils qui sont utilisés, mais c'est d'avoir une vision politique du sujet, comment politiser au sein d'une plateforme politique plus large, quoi. Ouais, c'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la commission doit faire effectivement la pensée politique, mais nous on veut quand même en profiter pour dire bah oui, mais en interne il faut aussi qu'on soit cohérent. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit cohérent. Et c'est vrai que des fois, en fait, les Verts c'est un parti fédéral, donc en fait chaque région est autonome. Et il y a des régions qui ont des moyens et des régions qui ont moins de moyens. Enfin, comme je vais rentrer un peu dans le détail, mais l'argent du parti, ça vient beaucoup des personnes élues. Il suffit qu'il y ait une région où il y a beaucoup d'élus régionaux pour avoir plus de sous. Une région plus petite qui peut être très à droite, où on n'a pas beaucoup d'élus, où il y a peu d'adhérents, il y a moins de moyens. Tout est fait par des bénévoles. Et quand les gens ils sont bénévoles, des fois c'est pas les informaticiens et ils savent pas forcément. Et là aujourd'hui, ce qui est plus simple aujourd'hui, c'est les outils Google. Et mais de toute façon, moi je me rappelle à l'époque, justement quand j'étais à la fac, Google s'était vu comme le truc un peu rebelle déjà. Enfin, c'était cool. C'était pas le monstre que c'est devenu aujourd'hui, même si certains commençaient déjà à dire le dieu Google. Mais méfions-nous, quoi. Et effectivement, méfions-nous. Aujourd'hui, c'est très très présent. Donc effectivement, il y a des régions qui sont avancées, qui vont avoir un Nextcloud, des échanges sur Mattermost, ou qui réfléchissent sur éléments Matrix pour la discussion instantanée, et d'autres régions qui n'ont pas forcément les moyens. Donc en fait aujourd'hui, l'enjeu ça va être d'informer déjà sur les enjeux du numérique et d'apporter plus de fluidité entre les régions pour que ces outils soient dispo pour tout le monde. Parfait, super. Je pense que si tu veux bien, moi je pense que c'est un moment pour évoquer le sujet. Quel lien toi tu fais entre justement logiciel libre et écologie? Il y a trop de choses qui me paraissent évidentes dans la vie, c'est évident, ça se voit. Comme je le disais, le logiciel libre, pour moi, ce qui est important, c'est l'histoire de la coopération et du partage et de la contribution collective. Donc, du coup, on va avoir des logiciels qui vont durer plus loin dans le temps, qui vont être plus maintenables, qu'on va pouvoir utiliser longtemps. Donc, ça veut dire pas renouveler forcément du matériel. Enfin, par exemple, faut rappeler que un ordinateur qui va tourner sur Linux et un ordinateur qui va tourner sous Windows n'a pas besoin de la même puissance. Souvent, des ordinateurs qui aujourd'hui rament sous Windows 11, là, on en est rendu là, on installe un Linux et ils vont remarcher 5 à 10 ans. Donc, en fait, ne serait-ce que sur l'obsolescence, en fait, du matériel, ça permet de faire ça, parce que, donc, ça utilise moins de ressources. Et comme potentiellement, c'est des logiciels qu'on améliore tout le temps, et c'est des logiciels qu'on pourrait faire de moins en moins gourmands. Alors, il faut aussi que les améliorations aillent dans ce sens, d'aller vers de l'économie de ressources et pas d'avoir 50 milliards d'autres fonctionnalités dont on n'a pas forcément besoin. Et donc pour ça, c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, l'empreinte écologique du numérique, elle est principalement due aux terminaux, c'est-à-dire les téléphones, les ordinateurs, etc. Là, je te dis ça il y a quelques années, comme l'IA augmente à fond, ça prend une autre grande part. Et donc, du coup, c'est sur les terminaux qu'il faut économiser. Donc, il y a l'histoire du logiciel qui doivent être maintenus dans le temps, mais il y a aussi l'histoire d'ouvrir pas le code source, mais les spécifications, en fait, sur les smartphones notamment,
parce que faut savoir que les smartphones, en fait, ils sont tous différents. C'est beaucoup plus dur de mettre des logiciels libres dessus, enfin de coder des OS, parce qu'il y a beaucoup de... Je précise qu'OS, c'est le système d'exploitation, operating system. Et que du coup, il y a beaucoup de composants dont on ne sait pas comment ça marche, et du coup, les développeurs sont obligés de faire du rétro-engineering, donc de deviner comment coder sur la petite machine, et ça demande une énergie incroyable. Alors que si on avait une standardisation des éléments qui sont dans un smartphone, et ben on pourrait faire des trucs qui marchent sur tous les téléphones et puis qui durent longtemps, qu'on soit pas obligé de les jeter au bout de 5 ans. Très clair, parfait, merci beaucoup. Donc chez les Verts, alors tu en as parlé, je pense tu as parlé en 2020 de campagne électorale, parce que tu as aussi dans le cadre de ton engagement affiché les Verts participé à des élections. Et notamment, tu as été signataire, alors depuis 2008 visiblement, du pacte du logiciel libre sur différentes élections. Donc on voit déjà que ton engagement est cohérent et dans la durée. Et donc pour ça, félicitations. Je reprécise pour les personnes qui ne savent pas que le pacte du logiciel libre est une campagne de l'April qu'on mène lors des plupart des élections pour permettre aux personnes candidates de marquer leur engagement en faveur du logiciel libre pendant la période électorale. Donc pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans ce... Et ben, je pense que j'étais adhérente de l'April en fait à l'époque, et donc du coup j'avais vu passer ça comme ça, et du coup, et comme j'étais aussi dans ce parti politique, et ben alors nous on est un petit parti, enfin surtout à l'époque, donc on s'était dit ok, ça va être une manière de valoriser nos candidatures, mais ce qui est l'objet des pactes de toute façon, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque le pacte des logiciels libres, enfin c'était une des premières initiatives où on faisait signer des pactes à des candidats pour qu'ils s'engagent. Maintenant on en voit plein, et c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même beaucoup moins répandu. C'était une des premières. Aujourd'hui, enfin je suis une campagne aujourd'hui, mais il y a une personne dédiée pour répondre à tous les pactes et signer tous les trucs, donc forcément ça a moins de portée. Mais les premiers, c'était l'April avec ce pacte candidat.fr que donc oui j'avais signé sur cette première campagne. Je sais plus si c'était 2008 ou si c'était plus tard en fait. En tout cas tu l'as signé. J'ai vérifié moi 2008. Bon, mais après les plateformes parfois les données, mais je sais en 2014 tu avais signé, en 2015 lors des départementales, c'était plutôt 2015, et à nouveau en 2026. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui fait parce que c'est pas rien comme démarche de dire tiens allez je vais essayer, je vais candidater pour un poste pour un mandat électif. Qu'est-ce qui m'a fait candidater à un mandat? Quand tu dis allez je participe, je sais pas si c'était une demande, toi si c'était une envie. Et ben c'est surtout en fait moi j'étais revenue à Saint-Nazaire, et du coup c'est plutôt l'attachement à ma ville qui a fait que j'ai eu envie de m'engager sur les municipales, et comme c'est une thématique que je connaissais et qui est peu portée en fait par les politiques, enfin en fait c'est dommage parce qu'en fait il y a peu de culture numérique parmi les politiques, et ce qui amène à des choix des fois incohérents, mais je pense par mes connaissances, et donc du coup j'avais envie de porter cette thématique là parce que aussi j'avais des idées, puis j'en avais marre que les choix soient débiles quoi, enfin pardon, soient incohérents, qu'il y ait des mauvais choix dans les politiques. Ouais. C'est ça. Et des fois, c'est vrai qu'on part de loin. Enfin, quand dans une majorité, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un logiciel libre, c'est-à-dire que moi, je pouvais dire, par exemple, donc du coup, j'ai été conseillère municipale dans une majorité de Saint-Nazaire, mais j'étais pas élue au numérique. Et en fait, peut-être, je sais pas s'il y a eu un truc sexiste par rapport à ça d'ailleurs justement, parce qu'en fait au début je voulais faire du numérique, on m'a dit non mais en fait on va plutôt te mettre sur le social, et j'étais non en fait non, c'est pas ça. Pas ou pas le cas ou pas. Donc finalement j'ai une délégation proche de l'économie sociale et solidaire, donc c'était cohérent avec mon parcours. Mais en tout cas sur le numérique, du coup je leur disais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas un logiciel libre, puis on fait une coopération avec d'autres communes sur des logiciels qui sont utilisés par les communes. Et des fois il y avait des élus qui me disaient en fait on fait un truc collectif vu qu'on fait un appel d'offres commun avec la ville d'à côté. Sauf que c'était complètement à côté de la plaque parce que le logiciel il était pas libre, ça restait un truc propriétaire. Et quand je vois les difficultés économiques des collectivités locales, je trouve ça vraiment dommage qu'on dépense autant d'argent pour acheter des logiciels qu'il va falloir racheter tout le temps, qui sont pas forcément fonctionnels. Et en plus aujourd'hui, enfin là je pense aux suites Microsoft, etc., qui portent atteinte à notre souveraineté. On parle de collectivités locales, enfin c'est important. À Saint-Nazaire, il y a eu une cyberattaque par exemple il y a quelques années. Il faut faire attention aux outils qu'on utilise quoi. Bon après c'est sans doute pas des outils, des fois c'est
simplement un problème d'un mot de passe mal, voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent quand il y a beaucoup d'agents, mais du coup, d'apporter cette culture du numérique, moi, je trouvais ça important, même si avec les années, j'ai compris que ce serait jamais une thématique de campagne principale, en fait. Quand on fait une campagne pour une municipale, on va faire campagne sur la santé environnementale ou sur les transports, etc. Ce qui peut s'entendre aussi. Voilà, je pense pas qu'on pourrait gagner une élection en disant on va tout passer sous Linux et ça va être fantastique, même si ce serait fantastique. Bon, et je pense que c'est des enjeux qui doivent quand même être de plus en plus, Enfin, je pense que de plus en plus de monde prend conscience aussi de ces enjeux, ne serait-ce que la période, l'omniprésence IA, les fuites de données qu'on voit tous les jours, récemment là sur les titres, la NTS, l'Agence nationale des titres. Et... Oui, puis il y a ça, et puis il y a le passage à Windows 11 aussi, la mise à jour qui a obligé à renouveler des parcs informatiques. C'est quand même. Je vais être obligé d'attendre pour faire une petite pub pour une opération lancée par l'April. Effectivement, donc bon, cette mise à jour forcée qui va mettre au rebut des millions d'ordinateurs. Et une des meilleures solutions, selon nous en tout cas, c'est de plutôt que de jeter son ordinateur pour en acheter un neuf ou de continuer à utiliser un ordinateur qui sera transformé en passoire d'un point de vue de sécurité parce que plus de mise à jour, passer au logiciel libre. Et plutôt que d'essayer de le faire tout seul, aller voir, en plus on en a parlé, des associations qui peuvent aider à ça. Et donc on a lancé une plateforme qui s'appelle Adieu Windows, bonjour le libre, qui permet de cartographier l'ensemble des associations et des événements d'aide à l'installation de logiciels libres. Donc voilà, si pour vous-même ou pour un proche, une proche qui souhaiterait passer au libre, là, encouragez-les à trouver de l'aide, et notamment avec cette plateforme qui est Adieu Windows, bonjour le libre. Excuse-moi pour cette aparté. Je me suis inscrite en plus sur la plateforme. Eh ben c'est super. Donc ça c'était oui, donc et cette notion de culture, donc ça je sais, c'était quoi, en 2014? Alors, quand j'étais candidate, quand tu as été conseillère et que tu parlais de ce défaut de culture, c'est pour te demander en gros comment tu as senti une évolution, si tu as l'impression que cette culture a évolué, si malgré tout elle reste un peu faible. Il y a une sensibilité qui a évolué justement par rapport au problème de cybersécurité. Nous, vu que la ville a eu une cyberattaque, autant dire que la DSI a vu son budget un peu augmenter après, et tant mieux, et qui sont plus écoutés, parce que des fois c'est juste qu'on n'écoute pas assez, et quand il y a des priorités budgétaires, on se dit on fera la mise à jour plus tard, des choses comme ça quoi. Mais et du coup, on est plus aujourd'hui, toi, la réflexion va plutôt être est-ce qu'on a des outils américains ou pas, des GAFAM. Enfin, la peur vient plus de Trump, Musk, etc. Et mais c'est pas forcément passé sous Linux en fait. Enfin, c'est un peu contradictoire parce que Microsoft, bon voilà. Mais déjà, c'est plutôt sur les outils en ligne, les suites Google, etc. qu'il y a une attention qui est portée à ça. D'accord. Et même si des gens qui vont être politisés, qui vont se dire ah oui, c'est vrai qu'il y a des avantages par rapport au libre. Le problème, c'est qu'il y a une méfiance en fait parce que certaines personnes pensent que c'est pas encore mûr, alors que c'est archi mûr. Encore maintenant, tu trouves? Il y a des gens qui ont cette croyance-là. Enfin, tu vois, par exemple, je voyais un copain qui me demandait de passer, il me dit bon allez cette fois je passe sous Linux, vas-y Sarah, tu m'aides, etc. Il me dit mais je flippe un peu, et en fait il utilise Firefox et LibreOffice, donc il va rien voir comme changement à part que ça va mieux marcher. Donc là tu as participé à la campagne pour ton parti à Saint-Nazaire sur la campagne 2026, et donc tu t'es senti, j'imagine que toi tu avais à cœur de porter un peu ces sujets-là, et d'ailleurs tu as signé le pacte, tu t'es senti écouté sur cela, ou t'étais la spécialiste de ça, mais c'était pas les campagnes, les thèmes principaux de... Oui, dans mon équipe, c'était les gens étaient super ouverts et d'accord avec ça, même si c'était pas porté, c'est-à-dire que les gens me font confiance parce qu'effectivement je connais ça, mais personne n'est trop spécialiste. Après, moi, j'avais fait une petite pause un peu politique ces dernières années parce que j'avais besoin de me concentrer professionnellement, vu que là, j'étais à mon compte, donc voilà, trouver des clients, ça prend du temps. Et donc, du coup, j'étais un peu moins investie. Donc, je l'ai fait, je me suis dit, bon, ok, mais je parle que du numérique, et puis... Et d'élargir un peu ça. Bon, évidemment, ça m'a amené à prendre contact chez d'autres candidats écolos. Qu'est-ce que vous proposez, vous, sur le numérique dans votre commune, avec des propositions des fois vachement chouettes. Genre, par exemple, créer une instance Mastodon spéciale pour les enfants qui soit modérée pour qu'ils s'habituent à des réseaux sociaux, mais de manière safe, etc. J'ai jamais entendu cette proposition, je la trouve hyper intéressante. Enfin, c'est le genre d'idée, quand il y a des idées comme ça, on les entend et immédiatement on se dit c'est une évidence complète. Je
je me le note dans un coin de la tête. Très bien. D'autant qu'il y avait quand même des modèles de communes qui étaient passés au logiciel libre, et je pense notamment à Chirol, qui est déjà passé ici, je crois, à Cause Commune. Plusieurs fois, là, on salue Nicolas Vivant, qui est normalement le directeur stratégique des Chirol et qui est un très bon porte-parole du logiciel libre dans les collectivités. Et puis il documente beaucoup, donc en fait, comme ça, on peut facilement passer, et ça rassure aussi les villes en disant, voyez, il y en a d'autres qui l'ont fait, et ça s'est très bien passé. Et on les avait reçus dans son initiative France Numérique Libre, qu'on peut retrouver, c'est une super initiative, de collectifs de DSI qui ont une sensibilité pour le logiciel libre. À nouveau, on vous invite, si ça vous intéresse, à trouver cette émission. Je vais te poser aussi, donc, candidate dans une collectivité, pourquoi pour toi c'est important que des collectivités, quel est le rôle pour toi pourquoi est-ce que des collectivités doivent utiliser du logiciel libre pour dire les choses de manière un peu simple? Parce qu'à l'April, nous on est convaincus que les collectivités ont un rôle essentiel à jouer dans la démocratisation du logiciel libre et que le logiciel libre représente pour elles comment dire? Et en fait c'est marrant parce que c'est un peu comme l'agriculture. Alors, quel est ce lien? Souvent le lien bio logiciel libre, c'est pas rare qu'on l'entende. Parce qu'en fait les collectivités, ça peut être un levier d'action qui est important. Par exemple sur l'agriculture bio, si par exemple une collectivité décide que toutes ses cantines elles passent au 100% bio, ça va pousser les agriculteurs, ça va soutenir l'économie locale du bio. Si une collectivité elle passe 100% en logiciel libre, ça va sensibiliser tous les agents qui y travaillent déjà, et c'est pas mal, on parle de 5000 personnes, et toutes les structures qui sont autour. Donc par exemple une maison de quartier, les ordinateurs ils vont être sous Linux, donc tous les gens qui fréquentent, ça va être ça, ou la médiathèque, les postes en libre service, du coup ça va sensibiliser les habitants. Donc en fait c'est un levier qui est super important, et en plus c'est une structure qui a les moyens financiers de maintenir et d'accompagner les gens. Alors c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain sur un claquement de doigts, au risque que ça freine tout le monde, mais c'est vraiment pour moi c'est important. Donc déjà en tant que levier d'action c'est super important, et puis même d'un point de vue financier en fait, tout simplement. Là comme j'ai dit, les collectivités locales ont de moins en moins de financement public, encore un autre détricotage d'une personne que j'ai déjà citée précédemment, et en fait couper les ressources financières d'une collectivité, c'est une manière de restreindre ses choix, parce que quand il y a plus d'argent, en fait la priorité ça va être l'essentiel, donc gérer l'état civil, entretenir les routes, mais les politiques culturelles elles sont mises à mal, les politiques de soutien associatifs, et notamment peut-être à des associations des groupements d'utilisateurs Linux, c'est moins la priorité, et donc du coup on est toujours en train de chercher comment on fait des économies. Déjà si on arrêtait de jeter l'argent par les fenêtres, parce que pour moi c'est ça, quand on achète des logiciels propriétaires ou des licences Microsoft, c'est le b.a.-ba, quoi. Moi, j'aime bien prendre cette image. En plus, on a été interviewé récemment à l'April par quelqu'un qui s'intéresse au poste de travail. C'est vrai que c'est toutes ces logiques c'est pas immédiatement les économies en logiciel, mais c'est juste une autre manière d'appréhender aussi les dépenses. On va louer quelque part. C'est comme de la location, les services, les licences d'utilisation de Microsoft, par exemple. C'est-à-dire que tous les mois, on paye une rente. Avec du logiciel libre, c'est de l'investissement, en fait. On investit dans l'infrastructure, on investit dans des compétences, on investit dans le tissu économique local en faisant appel à l'entreprise du coin qui sait faire du logiciel libre, du coin ou un peu plus loin, mais en fait, les entreprises libres sont assez implantées localement. Donc, c'est une autre manière d'affaire, et clairement, ça fait de l'économie sur long terme. Pour reparler des Chirol, parce que tu l'as mentionné, je crois qu'ils ont récemment, et c'est pas facile de chiffrer, mais ils ont réussi un peu à chiffrer quand même pour montrer que sur du long terme, ils avaient fait de l'économie. Mais c'est difficile d'envisager du long terme dans les contraintes budgétaires. Je pense, pour aller dans ton sens, on voit que les contraintes budgétaires poussent à des économies de court terme plutôt que de projeter sur des long termes. C'était assez rapide quand même, parce que à l'échelle d'un mandat, et c'est ça qui intéresse les élus, on voyait déjà les économies. Moi je suis partie là-dessus pour faire des arguments, parce que quand on dit et comment vous allez financer le 100% bio dans les cantines, je dis, par exemple en économisant sur les licences. Parfait. Alors je regarde l'heure, je regarde ce qu'on avait fait, ce que j'aimerais qu'on puisse continuer à discuter. On parle d'écologie, il y avait un point que tu voulais qu'on parle, alors que tu me l'avais présenté comme l'évolution des logiciels libres, tu m'avais partagé ce terme que moi j'aime bien, qu'on a déjà évoqué à nouveau dans Libre à vous, parce qu'en 275 émissions on a traité beaucoup de sujets, celui de la low-tech, et tu m'avais parlé de vision globale, donc j'aimerais bien te laisser le temps de parler un peu de ça. Et oui, en fait aujourd'hui...
Oui, je pense que aujourd'hui les ordinateurs qu'on a, ils sont vraiment suffisants pour tous les usages qu'on peut avoir. Mais le capitalisme fait qu'on veut toujours nous faire acheter des nouvelles choses dont on n'a pas forcément besoin. Et sur l'informatique, c'est des choses qui sont, comme je le disais tout à l'heure, très consommateurs de ressources minières, ça demande beaucoup d'eau, d'électricité, etc. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est revenir à des choses simples. Ah oui, et je reviens, et notamment des choses simples et puis pas des choses miniatures, parce qu'aujourd'hui il y a un gros impact aussi écologique sur l'extraction des minerais, sur la pureté en fait des matériaux. C'est-à-dire que pour construire des éléments de plus en plus petits, sur la miniaturisation, il faut que les minerais soient purs, non plus je sais plus les chiffres, à 80%, mais à 90%, on va dire. Et c'est ces pourcentages-là qui demandent énormément d'eau et d'électricité, d'électricité pour purifier et alors qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir un écran pliable ou un téléphone encore plus petit. Surtout que c'est pas forcément adapté. Enfin, moi, je pense à des personnes qui peuvent être âgées ou quand les touches elles sont trop petites, ça marche pas de toute façon. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment revenir sur des trucs, low-tech, aussi dans l'idée qu'on puisse maîtriser, comprendre, conceptualiser l'outil qu'on utilise. Et ça, c'est un truc de maîtrise de la technique qui est plus proche des écologistes qui vient de Jacques Ellul, etc. Des philosophes qui ont pensé la technique pour dire il faut aussi que la technique elle puisse être appropriable par tous les citoyens. En fait, on a la même réflexion sur l'énergie par rapport au nucléaire ou à l'éolien, par exemple. Le nucléaire, outre les problèmes de déchets, de radioactivité, etc., c'est une énergie qui est centralisée et qui est pilotable seulement par des ingénieurs. Donc les citoyens, ils peuvent pas exercer de contrôle démocratique dessus. Et finalement, sur des technologies qui sont trop complexes, et on y arrive justement avec les IA génératives aujourd'hui, et ben on a ce même problème où il y a plus de contrôle citoyen qui est possible. En fait, on peut plus appréhender. Moi, alors c'est vrai que j'ai une formation informatique un peu poussée, parce que j'ai un master d'informatique, voilà. Mais un ordinateur, je pouvais concevoir du début à la fin, depuis l'électricité, les portes logiques 0 et 1, comment est-ce que ça devient un langage informatique, comment c'est compilé, comment on fait un système d'exploitation, comment on fait une application, comment on fait un site internet, comment on fait un serveur web. De bout en bout, je pouvais concevoir comment ça marche. Aujourd'hui, on a des choses qui sont tellement complexes, des codes qui sont tellement complexes, des plateformes qui sont tellement complexes que on comprend plus ce qu'on fait. Aujourd'hui, même un ingénieur qui est j'avais vu ça, qui est à Facebook, il sait pas comment marche l'ensemble de son propre logiciel. Et avec l'IA, c'est encore plus la boîte noire, et c'est un peu les revendications qu'il peut y avoir sur comment est-ce qu'on peut encadrer les IA. Je parle évidemment des IA génératives grand public. C'est comment on peut encadrer, mais c'est déjà savoir un peu comment ça marche et pouvoir expliquer. Parce que sinon, on est plus dans la maîtrise de l'outil. Et si c'est plus les citoyens qui sont en maîtrise, c'est des experts, et on leur fait confiance, ils n'ont pas forcément la même vision politique que nous. Et puis ils peuvent toujours nous dire non, mais faites-moi confiance, on peut pas faire autrement. Alors qu'en fait, il y a toujours d'autres possibilités. Donc je pense qu'il faut pas faire des choses trop complexes non plus. Il faut rester simple. Je suis un peu décroissante, moi. Non, c'est passionnant. C'est passionnant comme manière aussi de présenter les choses. Moi, quand j'essaie de défendre l'idée que le logiciel libre, c'est pas qu'un problème d'informaticien et d'informaticienne, et au contraire, c'est avant tout pour les personnes qui n'ont pas l'expertise. Bien sûr. C'est de dire, en fait, on a les besoins parce qu'on dit quelqu'un, c'est la liberté de modifier ou de repartager ton code informatique. Quelqu'un qui fait pas du code informatique, ça l'intéresse pas. Oui. Mais ce qui est important, c'est d'une part que ça garantit, si tu as envie de te former à ça, tu as la possibilité d'atteindre ce savoir. Et puis aussi, tu peux avoir confiance parce que n'importe qui d'autre dans ton entourage, avec qui tu peux aussi collaborer justement, a cette capacité. C'est la disponibilité de cette capacité qui est importante. Et justement, si on la perd par cette complexification. Et je vais te proposer une citation. Alors que pareil, je suis pas sûr de la donner à 100%, mais et je pense qu'elle est liée à la SF. Cette idée que à un niveau de technologie suffisamment, si on va suffisamment dans la technologie, c'est plus discernable de la magie. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on perd justement cette maîtrise que tu évoquais très très justement. Mais totalement. Et il y a des gens pour qui c'est magique. Après,
Je pense qu'il faut aussi une éducation scientifique globale envers tout le monde. Enfin, on est quand même dans un monde où il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, donc faut aussi c'est terrifiant, mesurer. Ça, les chemtrails, certains complots et qu'il y a des gens qui y croient. Oui. Je voulais revenir sur le côté disponibilité pour pouvoir contribuer. Enfin, que si on peut apprendre, etc. Et je pense que ça, il faut aussi modérer ce truc-là par rapport au temps disponible. Et je vais faire le lien avec le féminisme, parce que je pense que ça explique pourquoi il y a aussi si peu de femmes dans les logiciels libres, parce que effectivement on a la possibilité d'apprendre, etc. Mais pour ça il faut avoir du temps libre. Il faut pas oublier que les femmes ont moins de temps libre que les hommes parce qu'elles ont plus de tâches de travail non rémunérées au foyer ou charge mentale, etc. Et donc du coup il y a sans doute un modèle économique à penser sur les logiciels libres pour permettre à chacune et surtout à chacune de pouvoir s'y impliquer. Pardon. Non, mais bon, voilà, je vais... Et si tu as besoin qu'on lance une pause musicale pour pouvoir reprendre ton souffle, on peut. Non, ça va. Ça va aller. Donc du coup, si en fait. Je propose qu'on écoute Peace Like a River par Olizna. Et on se retrouve juste après sur Cause Commune, la voix des possibles. I've got peace like a river in my soul, in my soul. Peace like a river in my soul, in my soul. I got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul, in my soul. I got love like an ocean in my soul, in my soul. Love like an ocean in my soul, in my soul. I got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul, in my soul. Deep and wide, oh, deep and wide. There's an ocean that's flowing deep and wide. Joy like a fountain in my soul, in my soul. Joy like a fountain in my soul, in my soul. Joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul, in my soul. Peace like a river in my soul, in my soul. Peace like a river in my soul, in my soul. Well, I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul, in my soul. Deep and wide, oh, deep and wide. There's a river that's flowing deep and wide, deep and wide. There's a river flowing deep and wide. Nous venons d'écouter Peace Like a River par Olizna, disponible sous licence Creative Commons CC0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Voilà, nous sommes de retour avec Sarah Trichet-Allaire qui a repris son souffle, une poussière, ça peut nous arriver, ce n'est pas grave, il nous reste un peu moins de 10 minutes d'échange. Donc tu nous parlais, on a commencé à faire un pont vers le sujet du féminisme et tu te décris sur ton profil Mastodon comme écoféministe. Alors de quoi c'est quoi l'écoféminisme ? Alors du coup, moi mes premiers engagements c'était le féminisme et l'écologie et c'est vrai que je les voyais côte à côte au début et aujourd'hui je les mets ensemble écoféministe parce que, pas que moi, c'est une réflexion que j'ai piochée chez d'autres penseuses, avec l'idée que
la logique qui va à l'encontre de la planète et à l'encontre des femmes ou des minorités de genre est la même en fait. C'est-à-dire qu'on est sur la même idée d'appropriation des corps et de possession des corps ou de la terre. Et finalement, les oppressions ont des mécanismes qui viennent des mêmes endroits. Et donc finalement, pour lutter pour l'écologie et lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes et contre les discriminations de genre, on a besoin des deux ensemble, on a besoin de réfléchir ensemble. Et c'est pas on fait l'écologie, puis il faut aussi s'occuper des femmes. C'est si on veut s'occuper d'écologie, il faut le faire avec les femmes. Et d'ailleurs, des fois, j'aime bien dire écoféministe décoloniale parce qu'il y a aussi cette réflexion par rapport aux personnes racisées, où effectivement, si on part pas du point de vue de l'autre, déjà par rapport aux féministes, si on pense pas aux femmes, on pense pas à la moitié de la population. Donc, je vois pas comment une politique pourrait marcher qui marche que pour la moitié des personnes. Et encore, on parle souvent d'une moitié qui est blanche en plus. Donc, effectivement, je pense que tout ça est lié. Et quand on comprend mieux les mécanismes d'oppression, on peut mieux les lutter. Si on n'a pas les mots pour lutter contre ça, déjà on est limité sur les outils qui nous permettent de nous opposer à ces discriminations-là. Absolument. C'est vrai que quand on milite pour du logiciel libre, en réalité, on milite contre, me semble, peut-être que tout le monde se retrouvera pas là-dedans, mais contre une certaine domination économique, mais pas seulement, c'est d'un modèle qui est l'informatique privatrice et qui cherche à coloniser nos usages, etc., pour reprendre ce terme. Et je trouve que ça nous enrichit, en fait, on s'enrichit à comprendre comment des mécanismes de domination vont pouvoir s'exercer contre certaines catégories de population. Ça va être les femmes, les personnes racisées, etc. Donc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir créer des scissions ou des catégories étanches, alors qu'en réalité elles se conjuguent. Et d'ailleurs et après chaque structure au plan de la société a besoin d'avancer, mais surtout et notamment la communauté des logiciels libres. Donc je le disais tout à l'heure, il y a quand même pas tant de femmes que ça. Je voyais même des chiffres où parmi les contributeurs libristes, il y avait encore moins de femmes que dans le domaine privé du libre. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que contribuer sur son temps libre, c'est précieux et c'est pas évident pour tout le monde, et c'est encore moins évident pour les femmes. Je pense que pour les personnes racisées aussi, c'est pas évident. Donc ça peut être plus facile de faire son trou dans une entreprise. Mais pour ça, la solidarité féminine, la sororité, c'est extrêmement important. Et il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, mais moi, quand je suis revenue à l'informatique après ma période librairie, j'ai rejoint un réseau de femmes dans la tech qui est le réseau Duchesse, et ça a été extrêmement précieux. Et en plus, je suis arrivée à un moment, c'était rigolo, c'était un réseau mixte, et en fait, je suis arrivée au moment où il commençait à y avoir la réflexion d'aller en non-mixité, de plus avoir d'hommes. Et moi, par exemple, ma pensée, elle a évolué par rapport à ça. Avant, la non-mixité, je dis, Tu peux redéfinir un petit peu ce que c'est, la non-mixité? C'est le fait qu'il y ait que des femmes, pour faire simple, sur des réunions féministes, qu'il y ait que des femmes. Ou alors, pas d'hommes cis. Il pourrait y avoir des femmes trans, bref, ou des hommes trans. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc au début, moi je disais j'ai pas besoin, je suis à l'aise, etc. Et après j'ai fait une ou deux réunions en non-mixité, donc il y avait que des femmes. Et c'est vrai que moi-même qui me sentais à l'aise et qui avait un bagage féministe, etc., j'ai quand même énormément apprécié, et j'ai trouvé que c'était un cadre de discussion très différent. Et donc j'étais ravie sur le réseau Duchesse d'arriver au moment où il y avait cette question-là, et je trouvais ça assez rigolo. C'est que au moment, donc on est parti sur un autre canal, donc à toutes les femmes. Et au moment où partir, il y a un homme qui a fait un pavé hyper long pour expliquer comme quoi c'était vraiment trop injuste et que c'était pas juste qu'on parte en non-mixité. Et j'avais envie de dire, c'est QFD, on va pas passer du temps à t'expliquer à toi pourquoi est-ce que nous on a besoin d'un espace safe. Et parce qu'en fait, avoir des espaces comme ça, c'est économiser du temps et de l'énergie à expliquer, parce qu'on n'est pas là pour expliquer pourquoi on veut être dans un espace safe, mais juste expliquer nos mal-être, nos problèmes, nos discriminations ou d'autres choses du quotidien. Et je voulais aussi rajouter que mon engagement féministe, il m'a aussi beaucoup aidé à comprendre et appréhender différemment l'antiracisme. Moi, j'ai toujours eu un engagement antiraciste. Je l'ai dit, à 18 ans, je voulais aller au MRAP, contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et en fait, j'ai beaucoup compris des luttes antiracisme en mettant du point de vue féministe. C'est-à-dire, par exemple, des groupes
en non-mixité que pour des personnes racisées, par exemple, je me suis dit, bah oui, moi aussi j'ai besoin de ça. Ou alors de soutenir, d'être en tant qu'allié à des personnes racisées. Moi, je suis blanche, d'être en soutien, d'être en allié, que c'est important, et de valoriser. Enfin, beaucoup de petites astuces que j'ai pris du féminisme, je le mets sur ces luttes antiracistes. C'est précieux, en fait. Et je pense qu'on a tous besoin d'avancer. Enfin, moi aussi j'ai des biais, enfin on a tous des biais. Mais c'est ce que disait c'était presque ma question dans la chronique tout à l'heure, quoi. Oui, j'allais te demander justement qu'est-ce que tu avais évoqué cette chronique, mais en fait tu viens d'en parler de manière très claire. Ah, c'est tout à fait juste. Et puis en fait j'étais étonnée déjà que le fait de formaliser le biais permettait de l'enlever. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, et je me dis, ah bah chouette, on part pas de si loin que ça. Ouais. Elle est très forte, Florence. Non mais c'est rassurant, en plus, c'est vrai, on me dit, bon, allez. Et je pense que ça va être en lien, parce qu'on arrive sur la fin de notre échange. Je t'avais proposé de nous conseiller un conseil, voilà, de podcast, lecture, visionnage, et j'ai l'impression, alors j'ai peut-être mal compris, mais je crois que c'est en lien finalement à ce que tu nous partageais. Oui, alors je voulais parler du roman qui s'appelle L'autre pouvoir de Starhawk, qui est donc une dystopie, et qui parle pas forcément du numérique, mais par contre ça parle beaucoup de résistance. On est sur un monde effondré aux États-Unis, où il y a eu qui est encore pire qu'aujourd'hui, avec beaucoup de conflits, de guerres, etc. Enfin plutôt une société très militarisée. Mais dans cette société-là, un îlot s'est créé, une communauté s'est créée pas que de femmes bien sûr, mais où les femmes dirigent. Et c'est un îlot où les biens sont en commun. Donc c'est là où il y a le lien. Enfin, l'eau ne peut pas être achetée par quiconque, ni l'air, etc. Enfin, les éléments, voilà, sont voilà. Et c'est des femmes qui dirigent, parce que les hommes ont tellement été guerriers ou quoi, que pour l'instant il y a un comité de défense et que des femmes, même si les hommes peuvent être présents ailleurs. Et c'est une communauté qui est entièrement basée sur la non-violence. Et c'est ça qui est très fort, parce qu'en fait, à un moment, sans spoiler, sans divulgacher la fin du livre, mais on est sur des conflits armés, et elles peuvent subir un conflit armé. Et effectivement, il y a la question qui se pose, mais est-ce qu'on ne devrait pas réagir nous aussi? On se fait attaquer par des fusils, est-ce qu'il ne faut pas non plus aller... Et en fait, la résistance, la non-violence, elle est toujours présente. Et je peux peut-être faire le lien avec l'IA. C'est que aujourd'hui on nous dit que l'IA, de toute façon on peut pas faire autrement, on est obligé, et de toute façon on n'a pas... Mais on peut toujours refuser. On peut toujours refuser. Je trouve que c'est des très beaux mots de conclusion. On peut toujours refuser. Bravo, bravo pour ces mots, parce que moi je les trouve très percutants. Je t'ai trouvé passionnante, Sarah. Je te remercie. Donc Sarah Trichet-Allaire, informaticienne, ancienne libraire, militante, libriste, écologiste et féministe, et membre de l'April. Et on te remercie pour ce soutien. J'étais ravi de te rencontrer, et au plaisir de se croiser à nouveau. On va directement passer à notre sujet suivant. Pour finir, nous allons écouter une nouvelle pituite de Luc, aujourd'hui intitulée « Décideur en mode échec ». La DINUM passe à Linux. Ok, mais c'est quoi la DINUM? Direction interministérielle du numérique. Elle définit la stratégie numérique de l'État et en pilote sa mise en œuvre. On résume parfois son rôle à celui d'une DSI de l'État. C'est en gros la DINUM qui a les bonnes idées, que les gros ministères, éducation ou défense par exemple, s'empressent de ne pas appliquer en signant des accords avec Microsoft, entre autres choses. Dans le même temps, Palantir publie une tribune en 22 bullet points pour appeler la Silicon Valley à se mobiliser derrière le pouvoir militaire dans une logique de domination mondiale. Donc le basculement de la DINUM est une bonne nouvelle, mais elle aurait été enthousiasmante et si elle était survenue il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est tout petit bras. Dans les médias, on commence enfin à parler de souveraineté numérique. J'ai entendu sur RTL la phrase « On n'a pas vu que le digital était stratégique ». Si, on l'a bien vu, on ne voit que ça depuis 30 ans. Déjà à l'époque, où nous étions jeunes et beaux, on le savait. Les gens que j'appellerais les décideurs, eux, ne l'ont pas vu, n'ont pas voulu le voir, n'en ont eu rien à foutre, ou que sais-je encore. Alors bon, je vais apporter mon petit grain de sable au petit tas de cailloux qu'est la politique française et européenne de souveraineté numérique. Je vais faire comme si je ne m'exprimais pas sur les ondes de Cause Commune, comme si les problèmes d'environnement n'existaient pas vraiment, et balayer d'un revers de la main toute considération sociale. Je vais me mettre à niveau avec les décideurs, je vais adopter une perspective de gens sérieux, avec des titres de poste ronflants qui n'ont pas su voir l'Argentinosaurus dans l'ascenseur, qu'est l'aspect stratégique de l'informatique. Je ne vais considérer que des arguments économiques et des valeurs de droite. Positionnement politique surreprésenté dans la catégorie décideur. L'April est une association non partisane qui fait la promotion du logiciel libre auprès de tous, donc pas de souci à choisir cet angle. Mais c'est quoi la droite? J'opte pour la solution de feignant, has-been, en demandant à Wikipédia plutôt qu'à ChatGPT.
Il semblerait donc que les valeurs de droite se caractérisent par un attachement à l'économie de marché, l'autorité, la famille traditionnelle, la religion, l'identité nationale et les traditions de manière générale. Je ne vais pas avoir le temps de tout faire en détail, mais commençons par l'économie. Selon la théorie économique, une concurrence libre et non faussée repose sur 5 critères. L'atomicité du marché, l'homogénéité des produits, la libre entrée sur le marché, la transparence des marchés et la libre circulation des facteurs de production. Il faut retenir que, sauf peut-être pour le dernier, on est très loin du compte. Si on croit réellement en l'économie de marché, on dégomme les monopoles et toutes les stratégies d'enfermement qui en découlent. Je ne sais pas à quoi nos chers décideurs ont joué, mais ce n'est certainement pas à la mise en place d'une économie de marché. Et maintenant, les voilà avec nous, du mauvais côté du manche. Parlons un petit peu des valeurs sociales. L'autorité, la famille traditionnelle. Le problème est devenu apparent dès que l'informatique grand public a réellement pris son essor. Les apps mobiles et les réseaux sociaux ont immédiatement imposé des valeurs qui n'étaient pas les nôtres. Une censure à géométrie variable s'est imposée dès le début de l'iPhone. Nos bons décideurs n'ont pas scié en découvrant que certaines voix étaient censurées sur l'Apple Store. On ne s'est pas trop inquiété à l'époque où les vidéos de décapitation étaient en circulation libre sur Facebook, mais où le moindre téton était impitoyablement censuré. Face à un Internet indiscipliné où il était compliqué de faire du fric, nos décideurs visionnaires ont sauté à pieds joints dans la prison dorée d'Apple et celles qui ont suivi. Ils n'ont pas dévié à mesure que les effets délétères de cette informatique étaient révélés. La sincérité des scrutins, la santé mentale des jeunes et des moins jeunes, le boulevard laissé à la propagande djihadiste et aux opérations de déstabilisation de la société. Où étaient ces valeurs de droite pendant tout ce temps ? Je suppose qu'elles comptaient les bénéfices accumulés à partir des miettes que les GAFAM leur avaient laissées. Parlons rapidement religion. Comme Palantir l'a annoncé, la Silicon Valley est appelée à se ranger derrière le pouvoir de Trump. De nombreuses entreprises l'ont déjà fait. L'IA est annoncée comme l'avenir de la domination militaire. Or, Pete Hegseth, secrétaire d'État à la guerre américain, est très copain avec des pasteurs qui affirment que les femmes doivent fermer leur gueule, pendant que Peter Thiel fait des conférences sur l'Antéchrist. Le Pentagone a récemment menacé le pape parce qu'il est trop critique face aux guerres américaines. Ce même pape qui a pris des positions contre les écarts de revenus délirants qui ont cours aujourd'hui. Où sont les bons catholiques parmi nos décideurs qui ne prennent pas la mesure du hold-up américain sur les valeurs chrétiennes ? Finissons-en avec l'identité nationale. Nos décideurs fricotent de plus en plus avec une extrême droite qui est endettée auprès du Kremlin et qui lorgne maintenant sur les millions des idéologues américains. Quand on prétend être un bon Français, mais qu'on agite des références civilisationnelles qui sont des produits d'importation, on n'est pas un vrai patriote. On se vend des puissances étrangères. On se met sous tutelle. On est un traître à la nation. Le genre de comportement qui par le passé a provoqué la capitulation, la honte de la défaite, le délitement de l'unité nationale et tout le bousin rebattu par les gaullistes pendant des décennies en vain. En conclusion, quand on est de droite, on chérit la méritocratie, on ne se complaît pas dans l'assistanat et la culture de l'excuse. Or, si on dresse le bilan des dernières décennies, nos chers décideurs ont failli en dépit des milliards d'aides versées aux entreprises. S'ils sont cohérents avec leurs propres valeurs, il est plus que temps qu'ils laissent la place à plus compétents qu'eux. S'ils sont cohérents avec leurs propres valeurs, il est plus que temps qu'ils laissent la place à plus compétents qu'eux, parce que nous avons besoin de redémarrer la société et l'économie en mode sans échec. C'était la pituite de Luc, plus remontée que jamais, dans une chronique intitulée « Décideurs en mode échec ». Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Donc dans les annonces, alors déjà, l'occasion pour moi de vous rappeler que les références données dans l'émission seront rendues disponibles dans les jours à venir sur la page de l'émission libreavou.org/275 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Alors Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion publique ouverte au public avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu le vendredi 1er mai. L'April a participé vendredi 24 avril 2026 à une action symbolique collective devant le siège de Microsoft France pour dénoncer la condamnation prématurée de 300 millions d'ordinateurs. L'occasion de promouvoir le logiciel libre et de rappeler qu'il n'y a pas d'informatique réellement durable et maîtrisée sans logiciel libre. Je pense que notre invitée Sarah Trichet-Allaire en a très bien parlé dans son parcours libriste. Alors il s'agissait d'une mise en scène d'enterrement d'ordinateurs devant le siège de Microsoft France, comme je vous le disais. Une action portée par Action non violente COP21 et Alternatiba et rejointe par l'April, par HOP Alto Obsolescence Programmée, par Que Choisir Ensemble et Zero Waste France qui donc unit leurs voix pour dénoncer ce gaspillage de masse provoqué par Microsoft.
Un communiqué commun a été diffusé, une vidéo de l'action ainsi que des photos sont à retrouver sur le site de l'April. Donc nous remercions Alternativa et Action Non Violente COP21 pour l'organisation de cette belle action, occasion précieuse de faire collectif et de tirer des ponts entre nos organisations. L'April a également co-signé avec HOP, Halte à l'obsolescence programmée, et une coalition d'associations contre l'obsolescence, une tribune dans le monde sur l'arrêt des réseaux de G3G, sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux de cette décision privée, ainsi que le manque d'encadrement de la puissance publique. Un texte à retrouver sur le site de l'April. Je vous invite, comme d'habitude, à consulter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission: Florence Chabanois, Sarah Trichet-Allaire, l'incroyable Luc, aux manettes de la régie aujourd'hui, Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts: Sébastien Chopin, Élodie Daniel Girondon, Nicolas Graner, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet: Quentin Gibaud, Théocrite et Tunuit, bénévole à l'April, ainsi que Frédéric Couchet. Merci également à Marie-Odile Morandi, le groupe Transcription, qui permet d'avoir une version texte de nos émissions. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/275 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm ou dans les notes de l'épisode, si vous écoutez un podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur: 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Pas d'émission mardi 5 mai, on se retrouve en direct le 12 ou le 19 mai. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, donc on se retrouve bientôt en direct, et d'ici là, portez-vous bien.